Bonjour Jordan Bardella. Bonjour et merci de votre invitation. Et merci d'avoir été avec nous ce matin pour les 80. Un mot des manifestations du 1er mai pour commencer une journée de mobilisation très forte, toujours principalement contre la réforme des retraites, mais aussi marquée par énormément de violences, notamment contre des policiers. Vous retenez quelle image de ces cortèges d'hier ? D'abord, permettez-moi d'avoir un mot de soutien aux policiers qui ont été mobilisés hier, notamment face à l'ultra-gauche et notamment à ces 10 fonctionnaires de la République qui ont été transportés à l'hôpital. J'y ai vu des tentatives de meurtre contre les forces de l'ordre. On a tous vu cette image où un CRS a été brûlé à la suite, me semble-t-il, d'un jet de cocktail Molotov par des milices Antifa qui bénéficient depuis maintenant trop longtemps d'une impunité de la part des gens qui sont au pouvoir et qui viennent pourrir toutes les manifestations, toutes les mobilisations sociales. Donc il faut dissoudre les milices Antifa. Mais pourtant, le préfet de police fait un maximum pour essayer de lutter contre ces manifestement non. débordements. Je pense que maintenant il faut sévir et qu'il faut une certitude des peines. Et je pense qu'il faut des peines de prison fermes lorsqu'on s'en prend aux forces de l'ordre. Je veux dire, l'atteinte à l'intégrité physique, qui plus est lorsqu'elle concerne un fonctionnaire de l'État et un fonctionnaire de la République française, doit être beaucoup plus sévèrement sanctionnée. Et nous plaidons pour la sévérité la plus totale en la matière. Donc il y a un acte administratif qui consiste à dissoudre les milices Antifa. Et puis deuxièmement, il faut que la justice soit implacable avec ceux qui touchent à des fonctionnaires de la République française. Et tous ceux qui ont été arrêtés ces dernières semaines, généralement sont relâchés au bout de quelques heures parce qu'il n'y a pas de preuve effectivement qu'ils ont participé à tel ou tel acte contre des policiers. Il y a différents niveaux de violence, mais quand on est face à des militants d'ultra-gauche fichés pour radicalisation, parce que les policiers nous disent quoi ? Moi j'ai discuté avec des policiers, ils nous disent mais on les connaît, ce sont systématiquement les mêmes, on connaît leur adresse, la taille de leurs chaussures, leur domiciliation, leur casier judiciaire, et ce sont systématiquement les mêmes. Or, depuis des années, le gouvernement, et les précédents d'ailleurs, refusent la sévérité la plus totale avec l'ultra-gauche. Donc il faut dissoudre ces milices ultra-gauche et peut-être aussi réfléchir à la manière dont, préventivement, aux abords des manifestations, on peut interpeller des gens qui viennent avec des sacs à dos remplis avec des haches, des marteaux et de quoi fabriquer des cocktails Molotov. L'autre image de ce 1er mai, c'est donc des cortèges toujours très fournis, principalement contre la réforme des retraites. Est-ce que vous pensez sincèrement qu'on peut encore, qu'il y ait une possibilité qu'Emmanuel Macron retire ou abroge cette réforme des retraites ? Vous y croyez sincèrement ? Sincèrement, non. Je ne vais pas vous faire de la langue de bois. Je pense qu'Emmanuel Macron n'écoute que lui et qu'au fond, on dira dans quelques années qu'entre lui et le peuple français, c'était l'histoire d'une affection introuvable. Je pense que beaucoup de Français ont le sentiment qu'au fond, Emmanuel Macron n'aura jamais vraiment réussi à aimer les Français, à comprendre leurs souffrances, à comprendre leur colère et surtout à épouser leurs espérances. Or, depuis maintenant plusieurs mois, des Français de toutes horizons, de toutes origines sociales manifestent, du public, du privé, pour s'opposer à cette réforme des retraites. Cette réforme des retraites, moi je dis aux Français, il reste encore une arme, et peut-être la plus utile face à cette réforme, comme face à toute la politique du gouvernement, c'est de voter, c'est le bulletin de vote. Dans un an, il y a des élections européennes, et puis viendra le temps des élections présidentielles et législatives. Et puis, donc en attendant 2027, on passe à autre chose. C'est pas parce qu'Emmanuel Macron ne veut pas dissoudre l'Assemblée nationale qu'il ne peut pas y être contraint à un moment donné. Et vous voulez le contraindre à la dissolution ? Je pense que si on est dans une crise de confiance aujourd'hui majeure entre le peuple de France et Emmanuel Macron, c'est probablement parce qu'Emmanuel Macron cherche à contourner l'esprit de la Ve République. Quand il y a une crise avec le peuple est la Cour suprême en démocratie. On revient devant le peuple par la dissolution de l'Assemblée nationale, par le référendum. Nous avions proposé que cette réforme des retraites passe par référendum, soit soumise en tout cas au débat par référendum, elle aurait été à mon avis rejetée, ou alors par la démission du président de la République ou de la première ministre, dont on a bien compris qu'elle n'allait pas rester encore très longtemps. Donc en attendant, il faut passer à autre chose. Il ne faut pas se concentrer, se focaliser que sur la réforme des retraites. Alors vous m'interrogez sur le tempérament d'Emmanuel Macron. Je pense que c'est un jusqu'au boutiste et qu'il ira jusqu'au bout. Mais moi, je dis aux Français, la mobilisation sociale, elle est importante, mais je veux juste leur dire, et c'est ce qu'on a cherché à dire d'ailleurs dans ce grand discours du 1er mai et ce meeting que nous avons tenu au Havre, c'est ne vous démobilisez pas parce que Emmanuel Macron cherche à vous avoir à l'usure. Mais on a le sentiment de gens qui ont perdu tout contact avec les gens, tout contact avec la société et tout contact avec le réel. Alors, votre 1er mai au Rassemblement national, Jordan Bardella, vous, sans Jeanne d'Arc ou presque, cette fois-ci, vous étiez au Havre pour un meeting que vous avez baptisé Fête de la Nation. Est-ce que c'était une provocation d'aller au Havre, comme l'a dit notamment l'intersyndicale locale, qui parlait d'une provocation, mais aussi Édouard Philippe, le maire de la ville, qui vous a répondu? Écoutez, c'est de bonne guerre démocratique avec Édouard Philippe, qui est maire du Havre. On a décidé d'aller au Havre parce que le Havre, c'est une ville ouvrière, c'est une ville industrielle qui a une connotation très forte en la matière. Mais regardez, vous avez dit au Havre, on est chez nous. Il vous a répondu, mais bien sûr, Édouard Philippe. Écoutez, le Havre, nous sommes des citoyens français.
Le Havre, c'est en France. Et il se trouve que dans cette région, la Normandie, nous avons obtenu des députés aux dernières élections législatives et que nous ne cessons, élection après élection, de progresser à l'ouest de la France. Et moi, je suis venu dire à ce monde ouvrier, à ce monde industriel, ce monde du travail, que eh bien, nous sommes là pour les défendre, nous sommes là pour les protéger. La valeur travail aujourd'hui est attaquée. Elle est malmenée à gauche par ceux qui défendent le droit à la paresse et puis bousculée par le gouvernement avec cette réforme des retraites qui était injuste et brutale et surtout par le sentiment qu'ont beaucoup de gens aujourd'hui. Je crois que votre sujet l'illustre aussi assez bien, que le travail n'est plus rémunéré à sa juste hauteur et c'est la raison pour laquelle nous avions proposé aux chefs d'entreprise, dans la présidentielle d'ailleurs notamment, c'était dans le projet de Marine Le Pen, d'augmenter tous les salaires de leur entreprise de 10% avec la contrepartie que ces 10% soient exonérés de cotisations patronales. Parce que les gens ont le sentiment que tout augmente en fait sauf les salaires. Alors justement, on va y venir. C'est vrai que l'économie, c'est peut-être le point sur lequel votre projet est le plus décrié, sur lequel vous n'arrivez pas encore à convaincre les Français. Les études d'opinion le montrent. Par exemple, hier, vous parlez des 10% d'augmentation de salaire. Sophie Binet, secrétaire générale de la CGT qui était à votre place, disait mais elle vous accuse d'imposture sociale, soulignant par exemple que vous aviez voté contre l'augmentation du SMIC à 1 500 € à l'Assemblée nationale, ou encore que vous étiez contre l'indexation des salaires sur l'inflation. Non mais Madame Binet fait de la politique. Moi, ce que je sais, c'est que Madame Binet, en revanche, rien de ce qui est dit est vrai. En revanche, ce qui est vrai, c'est qu'elle a fait voter avec son syndicat, en tout cas avec la direction de son syndicat, pas avec les adhérents, pour Emmanuel Macron au second tour de l'élection présidentielle. Donc ça fait, c'est vrai, une différence de fond. Vous savez, le Rassemblement national et Marine Le Pen, lors de la présidentielle, étaient en tête chez les ouvriers et chez les employés au premier tour de l'élection présidentielle. Ce qui veut donc dire que le grand mouvement politique qui défend le monde du travail, qui défend les conditions de vie au travail, qui défend une augmentation des salaires, qui défend aussi une baisse des dépenses contraintes, parce que quand vous devez mettre une grande partie de votre salaire dans l'augmentation des prix des carburants, dans l'augmentation de la facture d'énergie, dans l'inflation alimentaire, eh bien, c'est vrai qu'on a le sentiment que le travail n'est plus rémunéré à sa juste valeur. Moi, je crois dans le travail et je pense que eh bien, le Rassemblement national porte cette grande idée du travail comme émancipation et surtout comme un moyen de dignité. Et pour cela, il faut qu'il soit rémunéré à sa juste valeur. Vous voyez, par exemple, nous défendons la baisse de la TVA sur le carburant parce qu'il y a beaucoup de Français qui, dans la ruralité, quand ils vont travailler, eh bien, sont pénalisés par un carburant à 2 €. Le gouvernement n'agit pas et nous proposons de baisser la TVA de 20% à 5,5%. Il faut redonner de l'oxygène à l'économie française. Mais autre exemple, quand vous proposez un panier effectivement de 100 produits où la TVA serait à 0%. Bon, déjà, c'est contraire aux règles européennes pour l'instant. Ça coûterait 10 milliards d'euros à l'État, dit Bercy, pour un gain de 13 € en moyenne par Français. C'est Bruno Le Maire qui le dit et les études de Bercy. Vous voyez encore dans la crédibilité de M. Le Maire, parce que ces gens-là se sont présentés un peu comme des cadors et des Mozart de la finance. Ils nous ont fait en 5 ans 600 milliards d'euros de dettes supplémentaires. Donc ceux qu'on nous a vendus comme les premiers de la classe en économie sont plutôt premiers de la classe, mais en partant du fond. Moi, ce que je constate, c'est qu'il y a des pays en Europe qui sont dans l'Union européenne, qui respectent les règles européennes, comme l'Espagne par exemple, et qui ont supprimé la TVA de tous les produits de première nécessité. Le riz, les pâtes, les produits hygiéniques pour les femmes, c'est des produits sur lesquels on peut agir immédiatement par une baisse de taxes. Et puis, je pense qu'il y a une vraie question structurelle, qui est celle qui est, à mon avis, nécessaire, qui est de rouvrir exceptionnellement, compte tenu de cette inflation alimentaire record, les négociations commerciales. Les prix dans les grandes surfaces sont fixés entre le mois de décembre et la fin du mois de février et le début du mois de mars. Ils sont fixés une fois par an, sauf qu'ils sont fixés sur les prix de l'an dernier. Or, les matières premières ont baissé de manière significative depuis un an, mais ça ne se répercute pas sur les prix. Donc, je pense que les fournisseurs et la grande distribution, dont certaines boîtes ont quand même fait de très très gros profits, voire même des profits qui sont indus de la stratégie d'investissement de l'entreprise, eh bien, doivent pouvoir être mis à contribution et faire aussi un effort en ce sens, parce que, encore une fois, les gens sont pris à la gorge. Et moi, je veux dire, tous les jours, on a des gens qui nous disent mais on n'arrive plus à boucler les fins de mois. On doit limiter nos déplacements parce que l'essence est trop chère. On doit limiter ce qu'on achète dans notre panier parce que l'alimentation est trop chère. Je veux dire, il y a des mesures qui sont prises partout en Europe. Regardons ce qui se fait ailleurs plutôt que d'être enfermé dans le clair-obscur de l'Élysée et de ne pas regarder ce qui se fait ailleurs dans le monde. Rapidement, un mot d'écologie. Marine Le Pen en a beaucoup parlé hier dans son discours. Elle a dit notamment que tout devait être fabriqué sur place. Est-ce que le programme du Rassemblement national... possible. Oui, mais ça doit se limiter à ce que vous appelez le localisme, justement, dans la dernière campagne présidentielle. Dire juste, on va fabriquer un maximum sur place, on sait que ce n'est pas possible pour tout. Est-ce que ça doit se limiter à ça, le programme écologique du Rassemblement national ? Mais il ne se limite pas à ça, c'est un modèle de société beaucoup plus global et je pense qu'on est peut-être
les plus écologistes de la classe politique aujourd'hui parce qu'on a conscience que ce grand déménagement du monde qui vise à aller faire produire en Chine par des esclaves pour revendre en Europe à des chômeurs pour ensuite aller retraiter en Chine, ça c'est le modèle des ultralibéraux, il est catastrophique pour la planète. Le Haut Conseil pour le climat nous a rappelé que la moitié des émissions de CO2 de la France étaient liées à nos importations. Donc on doit pouvoir, par le patriotisme économique, produire chez nous tout ce qu'on peut raisonnablement produire. Donc Mais il y a bien d'autres d'autres mesures. Je pense que la survie de l'environnement et le réchauffement climatique, c'est l'un des grands enjeux de notre génération aussi. Et je pense qu'il y a mille et une mesures à prendre. Les efforts dans la rénovation thermique des bâtiments pour faire baisser aussi la facture des ménages sont très importants. Et puis je pense que la vraie urgence climatique qui vient pour l'été, c'est évidemment la question de l'eau, la gestion de l'eau. Et c'est vrai qu'en la matière, il y a des pays qui, par exemple, ont misé sur la désalinisation. Quand on a le deuxième espace maritime au monde, c'est peut-être un projet dans lequel la France pourrait innover.